L'Argonne, c'est le pays où sont mes racines. Les deux branches de ma famille sont originaires de part et d'autre de cette forêt sauvage chargée d'histoire. Après 70 ans d'apiculture, mon grand-père utilisait toujours une vieille baïonnette comme lève-cadre. La Grande Guerre nous a laissé cette curieuse richesse. Ici, en creusant n'importe où, on tombe sur ce genre de trésor. Dans cette vieille maison où vécut mon arrière-grand-père Léon, s'entasse du vieux matériel. Des vestiges d'une exploitation apicole qui fut plus importante à une époque où le miel coulait en abondance. À plus de 90 ans, l'homme que j'appelais affectueusement Pépère s'occupait toujours seul de ses chères abeilles. Orpheline de leur ange gardien, je me retrouve à mon tour seul, face aux mêmes responsabilités, pérenniser l'existence de ces petits êtres que je considère aussi comme les membres de ma propre famille. Instituteur malgré lui, l'amoureux de la nature qu'était mon grand-père laisse derrière lui ses ruchers, mais aussi les arbres qu'il a plantés toute sa vie. Cet art de vivre, en accord avec un paysage généreux, est un héritage très précieux à mes yeux. Depuis longtemps, je participais à la belle saison aux récoltes du miel, et sans le savoir, la passion m'avait déjà piqué. Mais bien s'occuper de ces créatures divines est une science que je n'avais jamais vraiment pratiquée. Alors, j'ai pris mon enfumoir à deux mains, je me suis inscrit humblement dans un rucher école, et assidûment, j'ai étudié encore et encore. Après le long hiver de nos latitudes septentrionales, vint le temps de mes véritables débuts. La floraison des personnages annonce précocement l'arrivée du printemps et le démarrage de la saison apicole. Une agréable douceur flotte dans l'air. Les abeilles, hésitantes, sortent à nouveau dehors le bout de leurs antennes. Elles sont nées il y a plus de 6 mois, des siècles à l'échelle de leur temps. Certes un peu vieillissantes, elles consacreront leur dernière force à l'élevage d'une nouvelle génération, dévouée corps et âme à l'avenir de leur peuple. Les vieilles ruches de 50 ans d'âge que mon grand-père avait construites de ses mains sont encore en service. Les abeilles ont l'air de s'y plaire quand on voit l'allant avec lequel elles s'y logent lorsqu'elles ont décidé d'essaimer. La beauté d'un rucher peut dessiner un très joli trait dans l'esthétique de nos paysages, comme celui-ci que j'ai croisé sur ma route dans les Carpates. L'apiculture est un art. Ruche en plastique, je te bannis de mon territoire. Une abeille? Oui et non. Celle-ci est aussi un bourdon. Un vrai petit nounours. J'ai un faible fou pour cette petite bête rousse, toute velue, photographiée en plein Paris, à la fenêtre de mon appartement. Mais c'est leur existence à la campagne qu'il faut défendre. Comme nous, on sait où elles vivraient si elles en avaient le choix. Quelle belle couleur, un délice pour les yeux. La propolis, connue pour ses incroyables effets thérapeutiques, sert aux abeilles à assainir l'intérieur de la ruche. Il paraîtrait même que cette dernière serait plus propre qu'un bloc opératoire. Le printemps et ses abondantes floraisons sont une explosion de vie d'une rare beauté. Les abeilles, en phase avec le réveil de la nature, en profitent pour accélérer le développement de leur colonie. Le pollen est le lien vital qui unit les fleurs et les pollinisateurs. C'est aussi un aliment essentiel que les abeilles ramassent avec science pour que la colonie reste en bonne santé. À l'entrée de la ruche, toute intrusion étrangère est strictement contrôlée. N'y entrent que ceux qui y sont conviés. Cette surveillance concerne aussi la qualité des produits butinés. Un mauvais chargement devra patienter. L'abeille concernée apprendra vite à mieux choisir la nature des denrées rapportées. La reine pond déjà abondamment. Le pollen multicolore n'est jamais stocké très loin du couvain, la nurserie de la ruche. On l'appelle aussi le pain des abeilles pour souligner son importance dans leur alimentation.
Il leur garantira une bonne santé, surtout si son origine est diversifiée. Visiter ces ruchers est très important et toujours un moment plein d'émotions. Suspendu entre déception et enthousiasme, l'apiculteur doit faire preuve de sagesse, car il n'est pas le seul à décider. Les abeilles restent des animaux sauvages, imprévisibles, et c'est d'ailleurs ce qui leur donne tant de charme. Mais suivre de près ces colonies est quand même essentiel pour surveiller leur bonne santé et garantir les récoltes à venir. La dégradation de leurs conditions de vie par notre faute n'est pas un mythe. L'apiculteur doit toujours être très attentif et fournir plus d'efforts pour éviter les écueils et pérenniser l'existence de son cheptel. Parfois, on a la chance de voir une reine. Une pastille ou une goutte de peinture colorée sur son thorax permet de connaître son âge, qui peut atteindre plusieurs années. Cet être unique dans la ruche est plus une laborieuse pondeuse qu'un chef de meute. Souvent promis à un funeste sort, elle n'en est pas moins merveilleuse. Son charme envoûte tout autant les abeilles que les apiculteurs. Ces vaches, curieuses de me voir travailler au rucher, s'approchent me tenir compagnie. Le miel de prairie est un des meilleurs qui soit. Cette synergie agricole est devenue rare et mériterait d'être davantage protégée. Elle préserve de beaux paysages, mais offre aussi de belles perspectives d'avenir, tant pour les cultivateurs que pour les consommateurs. Courageusement, les butineuses parcourent des distances incroyables pour ramener à la ruche du nectar en grande quantité. Plusieurs fois le tour de la terre pour fabriquer seulement 1 kg de miel. Après tant d'efforts, la moindre des choses est de leur en laisser suffisamment pour leurs propres besoins et ne pas le remplacer par du sirop de piètre qualité. Ramener le nectar à la ruche n'est que la première étape de la fabrication du miel. Se le passant de bouche en bouche, les abeilles changent la nature de ces sucres grâce à des enzymes spécifiques pour en faire, en quelque sorte, un aliment idéal. Peu à peu, les rayons de cire d'une forme hexagonale parfaite se remplissent de miel. Ce nectar est le produit du soleil. Ses bienfaits sont mystérieux à bien des égards. Acceptons que nous n'en possédions jamais la recette et laissons les abeilles le fabriquer pour nous. Sur ce point, nous sommes bien plus petits qu'elles. La récolte est le point d'orgue de la partition que joue l'apiculteur avec ses abeilles. Le résultat d'un labeur et d'une bienveillance mutuelle. C'est toujours une bonne surprise de découvrir une hausse remplie de cadres pleins de miel. La texture de la surface que forment les rayons operculés procure des émotions purement organiques, voire complètement psychédéliques. Le rythme est soutenu. Ruche après ruche, j'enfume, je décolle, je soulève. Le beau temps et l'espoir d'une belle récolte me donnent des ailes à moi aussi. L'enfumoir est le bien connu meilleur outil de l'apiculteur. Un parfum de pomme de pin s'échappe du mien, qui semble convenir aux deux parties. La fumée déclenche chez l'abeille un réflexe ancestral qui lui a permis de survivre aux incendies de forêt. Elle se concentre alors à se gorger de miel au cas où elle devrait partir ailleurs, refondre sa colonie. De plus, la fumée paralyse la vie sociale de la ruche en brouillant les odeurs sur lesquelles repose une grande partie du mode de communication de l'abeille. Les signaux d'alerte ne se transmettent plus, évitant à l'apiculteur une attaque massive de gardiennes. À la fin de l'été, lorsque les miellets deviennent rares, la fumée ne suffit plus à calmer la frénésie de pillage qui règne dans le rucher. Les guêpes, de lointaines cousines, très nombreuses en cette période pré-hivernale, se joignent également à la mêlée. L'abeille s'en distingue par son régime alimentaire qui est devenu végétarien il y a bien longtemps, n'ayant comme unique source de protéines que le pollen des fleurs. Récolter le miel est aussi un travail d'intérieur. Le petit laboratoire qu'utilisait mon grand-père est encore dans son jus. La technologie n'a guère évolué, mais le matériel commence à fatiguer. Cette photographie marquera la fin d'une époque
car bientôt il sera complètement rénové. Les abeilles scellent le miel dans chaque alvéole d'un opercule de cire, une protection hermétique qui lui permet de se conserver tout l'hiver. Pour libérer le miel et pouvoir le récolter, on désopercule d'abord chaque cadre. Puis, on extrait le miel en les faisant tourner très vite dans une centrifugeuse que l'on appelle un extracteur. Il n'y a plus qu'à le filtrer et le laisser maturer quelques jours. Le bouquet final de la récolte est sans doute la mise en pot. À ce moment de sa vie, le miel est toujours liquide et limpide, avec de belles nuances dorées lorsque les rayons de la lumière le traversent. Sa robe est sublime, bien avant que ne démarre l'inéluctable processus de cristallisation. Ce sera plus tard un gage de qualité, tant il est difficile de bloquer ce phénomène sans les altérer. Les cadres dans leur hausse, encore imprégnés de miel, sont redonnés aux abeilles pour être reléchés. En quelques heures, ils sont complètement secs et prêts à être rangés pour l'hiver. Aux alentours, avec toujours la forêt en guise d'horizon, les agriculteurs récoltent aussi. Le blé est déjà en silo et la paille est traitée avec soin pour nourrir les animaux. De nos jours, la mode bovine est aux boucles d'oreilles. Ces babys, nés en début d'année, sont devenus des broutards. Dans les prés, également, une nouvelle génération se prépare à passer leur premier hiver. Je connais l'agriculteur qui s'en occupe, et je sais qu'ils auront de l'herbe grasse à brouter dans ces paisibles pâtures. Quelle belle fleur! La Vierge Marie, fuyant la Judée vers l'Égypte, aurait caché l'enfant Jésus sous un bosquet de cette plante pour lui donner le sein. L'Argonne est une terre de croyance qui semble plaire au Chardon-Marie. Pline l'Ancien recommandait son jus mélangé à du miel pour soigner les troubles du foie, ce qui fut confirmé par toutes les études scientifiques récentes. Mis à part quelques soins, il n'y aura nul besoin de trop déranger les colonies jusqu'à l'année prochaine. Elles vont se préparer doucement à plonger dans le froid de l'hiver, la ruche lourde de réserve. Laisser faire la nature est aussi un gage de pérennité pour ce peuple si malmené de nos jours. À moi aussi, il me reste quelques provisions pour l'hiver. J'admire ces différents crus de miel, aussi délicieux pour les yeux que pour le palais, qui nous permettront également d'affronter la rigueur de l'hiver. C'est un présent des abeilles, mais aussi un merveilleux don de la nature.